Peu avant 1970, un recensement a montré que Corfou possédait à elle seule 3 100 000 arbres. L'idéal climat tropical est un autre facteur qui favorise l'olivier. Sa floraison assez délicate est rarement gênée au printemps. Malgré l'abondance des précipitations, 1300 mm, le plus élevé de Grèce, il n'y a que peu ou pas de neige. Au contraire, les montagnes d'Albanie parallèles à la côte nord de l'île sont enneigées tout l'hiver. Malgré son aspect tibétain, Corfou jouit d'un climat d'une grande douceur. Et c'est un véritable piège à soleil. À l'époque classique, Corfou et la côte continentale qui lui fait face étaient renommées pour l'abondance et la beauté de ses chênes. Dodone est seulement à 30 km à l'est. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Le relief, de part et d'autre des détroits, a été dénudé de ses frondaisons et n'est plus que roc. À Corfou même, les Vénitiens reprenaient d'une main ce qu'ils donnaient de l'autre, car ils eurent jadis sur la baie de Govino d'importants chantiers navals, dont il ne subsiste plus que quelques ruines. Quant aux collines d'Épire, ce sont les guerres napoléoniennes qui ont été la principale cause de destruction. Tant les Britanniques que les Français achetèrent à Ali Pacha de grandes quantités de bois pour équiper leur flotte. Quand on songe que, sans compter les autres arbres, il fallait au moins 2000 chênes pour construire un seul vaisseau de ligne, ce sont des forêts entières qui ont été consommées ainsi. Mais il n'est peut-être pas très intéressant de réciter la longue litanie des visiteurs à part entière et de ceux qui ont fait escale ici simplement parce qu'ils ont trouvé l'île sur leur chemin. Néron, en route pour les Jeux isthmiques, où il devait s'attribuer tous les premiers prix avant d'ordonner le percement de l'isthme de Corinthe, en serait un bon exemple. Il serait justifié de considérer son cas comme une des premières manifestations historiques de manie insulaire, son intérêt pour le canal de Corinthe n'étant ni d'ordre esthétique ni d'ordre utilitaire. Il avait simplement la fantaisie de transformer le Péloponnèse en île. Pour en rester à notre sujet, il serait plus approprié de mentionner Tibère, spécialiste des lieux de vacances de qualité, qui se fit construire une villa à Cassiopie, sur les rochers du Cap Nord. Assez curieusement, il en fit autant à Rhodes, en un endroit analogue, et avec à peu près la même orientation. Un promontoire dominant la mer, dans un golfe couronné de hautes montagnes. Il y eut aussi Caton, Pompée, César, Antoine et Cléopâtre. Envoyons-les tous au diable. Plus récemment, une autre visite fit beaucoup parler d'elle, celle de la Duse et de Lanuzio qui choisirent l'île pour consommer une passion quelque peu théâtrale. On montre encore la villa en question. Noël Coward a été dévoré par une puce, et c'est du moins ce qu'il m'a raconté. La première bataille navale de l'histoire de la Grèce antique a eu lieu entre les Corinthiens, qui avaient colonisé l'île, et les Corfiotes eux-mêmes. Les Corfiotes remportèrent la victoire, mais ce fut en quelque sorte la dernière mesure d'une ouverture annonçant la longue et absurde série d'invasions et d'attaques, de peste et de famine qui se sont succédées jusqu'à nos jours. Au début de la dernière guerre, les Italiens se servirent de l'île comme cible pour leurs tirs d'entraînement, et ils endommagèrent sérieusement la ville. Mais le saint patron réagit comme à l'accoutumée. Il paraît en effet
que, lors du plus grand bombardement, les citoyens de la ville, ou autant qu'il en put en entrer, se serrèrent dans l'église et en ressortirent sains et saufs. C'est un des rares édifices publics qui n'ait pas été touché. Pourtant, Spiridion n'avait pas fait grand-chose depuis longtemps, à part la guérison routinière de cas d'épilepsie et de doutes religieux. Mais le salut assuré en ce jour, à temps de Corfiote, leur montra qu'il était de nouveau en pleine forme. Il se souvint que c'était lui qui dispersait jadis les flottes ennemies en installant à la barre d'un coup de Mistral d'après-midi. Et lui qui avait même plus d'une fois chassé la peste. Elle s'enfuyait sous la forme d'un chat noir en poussant un glapissement aigu. Peut-être est-ce en fait grâce à lui que les miséricordieux sommeils de l'insouciance descendent sur tous ceux qui viennent ici. Il reste que même les Turcs qui débarquèrent 30 000 soldats et ravagèrent l'île en 1537 sentirent dans l'air quelque chose de bizarre qui les fit tiquer. Ils se retirèrent eux aussi au bout de quelque temps, non sans emmener 15 000 habitants de l'île en esclavage, il est vrai. Les îles ioniennes ont toujours été, même au temps moderne, une pomme de discorde entre les grandes puissances. Le traité de Tilsit autorisa les Français à en assumer le gouvernement. Ils restèrent de 1808 à 1814 à la barbe des Britanniques qui avaient organisé un blocus sévère. En fait, ils ne partirent qu'après que le traité de Paris eut placé les îles sous juridiction britannique. Et la souveraineté britannique prit fin à son tour en 1864 par la cession des îles au nouveau royaume de Grèce. L'occupation britannique qui dura si longtemps a produit une riche moisson de mémoires et de dépêches officielles, et une collection encore plus considérable d'excentriques de marques et de personnages célèbres, comme Gladstone, dont le philhellénisme contagieux n'a cependant suscité aucune vocation un siècle plus tard, au moment de l'affaire de Chypre. C'est d'autant plus dommage qu'il n'y a aucun endroit au monde où les Anglais soient plus appréciés et admirés que sur l'île de Prospero. Parmi l'héritage qu'ils ont légué, le cricket est quelque chose que l'on risque de trouver plutôt choquant. La noble perspective de l'esplanade centrale aux grands arbres calmes se trouve soudain transformée en terrain de cricket britannique, avec cette différence que la surface est couverte de nattes en fibres de cocotier. Sous les yeux charmés et surpris du visiteur, on dresse un vélum et 2 équipes de blancs vêtus prennent possession du terrain. Tout cela est hautement professionnel et n'a rien à envier à Lord's. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est l'attention profonde et réfléchie dont le match fait l'objet de la part d'un public principalement composé de paysans grecs qui n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer ce sport. Alors qu'ils sont probablement venus d'un village voisin faire des courses en ville. Ils sont tous là maintenant et paraissent profondément absorbés par ce jeu étranger, tandis que s'impatientent leurs mules attachées aux arbres de l'esplanade. Outre les paysans, on aperçoit encore quelques jeunes soldats de la garnison, des touristes, des garçons de café et parfois un employé de banque qui a sauté sur l'occasion pour s'absenter sans permission, ou un facteur qui flâne au milieu de sa tournée. Sur tous ces visages basanés, attentifs, se peint un intérêt sérieux, la réflexion, la calme évaluation de la partie en cours. Le blanc rituel, les cadences mesurées semblent bien s'harmoniser avec un rythme méditerranéen. En outre, le public applaudit quand il faut et retient son souffle avec un ravissement sincère à chaque coup bien joué. Ce que voit leur regard perçant sous les apparences de ce jeu
Ce sont peut-être, après tout, les personnages vêtus de blanc, peints sur des vases minoens, qui s'élançaient pour franchir la croupe d'un taureau en train de ruer. Il y a un rapport entre sport et rite, car c'est sans doute là l'origine du sport. De presque tous les points de l'île, on entend le claquement familier de la balle sur la batte et les salves d'applaudissements. Il fut un temps où l'on entendait aussi sauter noblement les bouchons de bouteilles de bière au gingembre, objets rituels qui, avec les scônes, subsistèrent à l'abri du vélum en toile de couleur jusque vers 1937-1938. Mais le cricket n'est pas encore devenu un rite sans vie. Il est encore très commun chez les enfants de Corfou, car on voit partout des guichets d'entraînement marqués à la craie sur les murs des maisons, exactement comme si l'on était en plein East End londonien. Malgré tout, après la première séduction de la lumière grecque et votre ravissement initial devant la beauté du paysage, vous risquez de vous sentir légèrement impatient, ce qui sera probablement dû au manque de vestiges de l'Antiquité classique. La devanture de l'image, si j'ose dire, présente un étalage très varié de restes historiques à la Offenbach, qui évoquent éloquemment la France, la Grande-Bretagne, Venise et la Turquie. Mais si l'on cherche à remonter jusqu'à l'avènement de l'Empire byzantin, l'histoire perd ses contours. Tout est submergé par le mythe et la poésie. Comment Ulysse fit-il pour arriver ici ? Le joli tombeau de Ménécrate n'est qu'une médiocre compensation. À ce moment-là, vous feriez bien d'aller voir la Méduse du musée de Corfou. La mère des Gorgones fut très certainement la gardienne du monde grec, comme saint Spiridion a été le gardien du monde corfiote byzantin et moderne. La Méduse, plus grande que nature, est quelque chose de profondément impressionnant, au plan intellectuel comme au plan sensible, pour tout observateur qui n'est pas indifférent au mythe incarné dans la sculpture. Avec son rictus démentiel, ses yeux exorbités, ses cheveux annelés semblables à des serpents en colère, et sa langue en forme de spatule, tirée aussi loin que possible, il n'est pas étonnant qu'elle pétrifiât ceux qui osaient jeter les yeux sur elle. Elle a une curieuse histoire, d'autant plus difficile à saisir qu'il en existe plusieurs versions. Il est assez normal d'y rencontrer le nom de Persée, qui accomplit son meurtre rituel en lui tranchant la tête avec un cimeterre procuré par Hermès. En fait, il s'agissait, avec l'entière complicité des habitants de l'Olympe, équipés d'une panoplie complète pour cette tâche excessivement dangereuse. Un seul regard du monstre eût suffi à le pétrifier. Il avait un casque d'invisibilité, offert par la maison d'Hadès, des sandales ailées pour faire plus vite, dont des sœurs Graès, un sac pour mettre la tête coupée. Pourtant, c'est à partir de Persée que commence la confusion des récits mythiques, et que le voyageur va maudire la surabondance écrasante du matériel. Son imprécision et, à vrai dire, son incompréhensibilité. Ici interviennent des facteurs typiquement grecs. La richesse et l'incohérence du mythe grec sont dues à l'apport de nouvelles versions, ou même de nouveaux greffons par des vagues successives d'envahisseurs. Ceux-ci ont de la sorte enrichi un composé lui-même déjà extrêmement ancien, qui s'était infiltré par une lente osmose en provenant de lieux aussi éloignés que l'Inde et peut-être même la Chine. Un extraordinaire palimpseste de mythes et de récits auxquels des gens réels s'étaient attachés, auxquels ils ont mêlé des personnages réels qui s'y sont incrustés,
Les hommes devenaient des rois et les rois des dieux de leur propre vivant, tel Alexandre et César par exemple. Quand Pausanias arrivait sur place, extrêmement tard déjà, au IIe siècle après Jésus-Christ, on lui montra la tombe de la tête de Méduse à Argos, en lui assurant qu'elle avait été une reine bien réelle, célèbre pour sa beauté. Elle était entrée en conflit avec Persée et il lui avait coupé la tête pour apprendre à ses troupes de quel bois il se chauffait. Selon la version d'Apollodore, elle avait vexé Athéna, très susceptible, qui avait organisé son assassinat par dépit, et aussi parce qu'elle voulait la tête effroyable, au charme puissant, pour des fins qui lui étaient personnelles. Persée, pour qui Athéna avait presque autant d'affection que pour Ulysse, était allé jusqu'à dépecer la Méduse et à greffer l'horrible relique sur le blason d'Athènes. Mais cela est une autre histoire.